Et alors, Oui. quand ce oui, matin, je me d'accord. réveille, oui, je ne savais plus où j'étais. Le truc, c'était très... Exact. Je te jure, c'est vraiment bizarre. Alors bon, l'émission de ce soir, Alors, ce soir, on a Jacques Lang qui vient pour parler de Laurent de Médicis. excuse-moi, il n'y a Ouais. pas un problème au cadre là, j'ai l'impression qu'il y a... Mais alors pour nous, c'est bon, John. Ouais. Donc voilà, Jacques Lang, l'ancien ministre de la Culture. Donc Son livre là, d'accord. Voilà, puis Attends, on va excuse-moi, discuter. On va peut-être continuer la discussion assis, c'est plus convivial, non? Oui, si tu veux. Allez. Ok. Et le deuxième invité, c'est Jeremy Irons. Alors ça... C'est grand, c'est Ouais. Jeremy Irons. C'est géant. Ouais, Géant. non, mais c'est vrai que c'est une immense star. Ouais, quoi. bon, ça va, c'est grand, c'est géant, c'est immense, ça va. Ouais, mais t'étais pas un petit peu nerveux, toi Non, je suis nerveux, pas petit peu. Bonsoir, mais oui, c'est l'Hyper Show sur Canal Positif. L'Hyper Show, c'est comme un hypermarché, tout est à vendre. Et Elisabeth Butterfly à la musique, même pas cher, le public. Oh, et moi-même, et toujours un invendu, Frédéric Becbénet. Ils sont là. Bonsoir, bonsoir. Hyper bonsoir à vous toutes. Ce soir, nous recevons Jacques Lang, figure emblématique d'une gauche qu'on appelait à l'époque la gauche caviar. Alors évidemment, ça n'était pas très gentil parce qu'en disant gauche caviar, on sous-entendait que les gens de gauche savaient également apprécier les plaisirs de la France d'en haut. Aller aux putes, piquer dans la caisse... Non, je plaisante, bien sûr. En plus, gauche caviar, ça sonnait comme un slogan de pub et je m'y connaissais, pardon. Mais moi, je voudrais ce soir rééquilibrer les choses comme on le ferait un soir d'élection. Avons-nous, un jour, entendu parler d'extrême droite couscous? Non, et pourquoi? Parce qu'aucun élu frontiste ne s'est vanté un jour d'apprécier la cuisine orientale. Avons-nous un jour entendu parler d'extrême gauche Gucci? Non, et là c'est normal parce qu'Arlette, au niveau des fringues, elle est moyennement hype. Quant au Parti communiste, je me garderai bien de juger leur dernier slogan de campagne. Mais nous ne parlerons pas que de politique ce soir car Jacques Lang vient dans l'Hyper Show pour parler d'un livre, d'une biographie de Laurent de Médicis. Voilà. En revanche, j'affirme solennellement que Loïc Prigent est un anarchiste Prada car il dissèque de façon totalement révolutionnaire l'émission de la veille et ça s'appelle l'Hyper-Pire. Hier soir, une entrée d'idole dans des fringues d'idole puisque David Bowie était dans l'Hyper Show avec son corps à 4% de graisse. Malheureusement, il avait encore oublié de mettre sa deuxième lentille bleue, mais il a quand même adoré le décor. Ces chiens sont super, Mais oui, super. on est très... vous parliez des années 70, voilà, on y est en plein. Oui, voilà, c'est super. Ce qui est important de la part de quelqu'un marié à Iman Bowie. Et du coup, on lui a donné un coussin mauve d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et de sa femme. David Bowie a ensuite parlé de Dieu en se mettant la main dans les cheveux. Vous regrettez l'absence de Dieu, d'après ce que vous venez de nous dire. Vous n'êtes pas si athée que ça. Tout ce que je dis, c'est que nos idées sur Dieu ont été bouleversées, transformées du tout au tout. J'ai mes propres problèmes par rapport à ma vie spirituelle. Ah, c'était émouvant. Le public était conquis, surtout que lorsque de grandes vedettes viennent sur le plateau, on a un public spécial qui porte des t-shirts de la vedette ou alors une foule de fanas plus alternatifs. La preuve ici avec ces deux spécimens un peu débordants d'enthousiasme et qui ont fait exploser la police du look. Et encore, de dos, c'était la folie du catogan dans tous les sens. Ça nous a fait l'émission, plus aucune grande vérité n'avait besoin d'être énoncée. À chaque fois que Bowie s'apprêtait à dire un truc important, on revenait sur eux. Après ça, David Bowie a fait 2 lives, c'était dur de rester concentré, mais c'était de la bonne télé. Oui. Loïc Prigent a son franc-parler, il n'a pas sa langue dans sa poche. Mais on ne le blâmera pas pour ça. Un autre qui n'a pas sa langue dans sa poche, il faut dire que c'est plus facile quand on n'est plus au gouvernement, c'est Monsieur Jacques Lang.
Je vais faire la connaissance de... Oh! Oh! Asseyez-vous. Monsieur le ministre, on dit quand même monsieur le ministre, hein, même quand on ne l'est plus. Mais je porte aussi un nom. Jacques. Merci. Frédéric. Merci d'être parmi nous. Alors, vous venez nous parler de Laurent le Magnifique, votre seconde biographie, après François Ier, et c'est aux éditions Perrin. Une question très originale. Pourquoi Laurent le Magnifique? Pourquoi? D'abord, je dirais l'Italie d'abord. L'Italie, la passion de l'Italie, la passion de l'art italien. Et depuis de très nombreuses années, j'ai vécu avec l'Italie. Par exemple, à une époque, vous le savez peut-être, j'ai été pour sauver un ami que j'aimais beaucoup, Giorgio Strehler, directeur du Piccolo Teatro de Milan. Ouais. Et puis, lorsque je fus maire de Blois, je me suis beaucoup occupé de la résurrection du château de Blois, qui a été un château quasiment italien, puisque aussi bien Louis XII, François Ier ont fait appel à des architectes ou à des artistes italiens. Bref, une partie de ma vie baigne, si j'ose dire, dans l'Italie, qui est un peu comme une autre patrie. Et puis, François Ier, c'était le XVIe siècle, qui s'était beaucoup inspiré de l'Italie. Et comme vous savez, la Renaissance, elle a quand même commencé en Italie, au XVe siècle. Avec lui, avec et notamment Laurent à Médicis, Florence, et principalement à Florence. Bien, alors, avant toute chose, vous allez nous lire votre portrait en vous tournant vers ce prompteur. Voilà. Et sachez que ce n'est pas moi qui suis l'auteur du texte. Bien, alors j'y vais. Je sais encore à peu près lire. Bonsoir, je suis Jacques Lang, je suis député du Pas-de-Calais. Non, je ne suis plus conseiller municipal de Blois, vous n'êtes pas au point là. Hein. C'est pas moi, je vous ai dit. Je suis serviteur de la République, je l'espère. J'ai fait une thèse sur l'État et le théâtre. Je peux faire en allemand l'éloge funèbre du metteur en scène Giorgio Strehler. La fête de la musique, c'est moi, c'est prétentieux. La culture, c'est moi. L'éducation nationale, non, arrêtons là, non. Je ne veux pas lire. La technoparade. Oui. Bon, bah oui, les cocktails. Non. Non. Je suis sexagénaire, mais je ne suis pas un vieux schnock avec une mauvaise cravate. Eh ben non. À l'enterrement de Mitterrand, c'était moi le mieux habillé. J'ai de très beaux cheveux, si on veut. Il y a des images de moi à Cuba en 82. Je suis sublime. C'est épouvantable. J'arrête. Bon. Lisez-le, si vous voulez. Alors, on va vérifier ce qui est écrit. Remontez là. La chemise légère et ouverte. Oui, je crois que c'est assez réaliste. Le cheveu lourd, beau, cuivré, assorti à la barbe de Castro. Je trouve que c'est un petit peu déformé, mais bon. Bon, on rigole, je lis des conneries, c'est bien drôle, mais je suis avant tout un serviteur de la République. Vous voyez, si vous aviez continué de lire, vous auriez aimé la fin. Bien. Il y a aussi ça. Alors allez-y. Et on sait, depuis un certain premier tour des élections présidentielles, que la politique, il faut aussi la prendre au sérieux, sinon on se fait... niquer la gueule, ça c'est vrai. Alors un peu de respect. Bravo. Voilà. Bravo. Non, c'est vrai qu'il faut prendre au sérieux la politique. Hein. Bien sûr. Bien. Donc, juste après quelques messages commerciaux, nous retrouvons Jacques Lang pour parler de Laurent le Magnifique. Nous sommes avec Jacques Lang pour parler de Laurent le Magnifique. C'est une biographie avec vue sur l'Arnaud. Vous avez expliqué tout à l'heure pourquoi Laurent le Magnifique, mais je crois que c'était une idée d'un pote à vous qui s'appelait François Mitterrand. Il voulait l'écrire, ce livre. Non, il avait commencé à l'écrire il y a très longtemps. Il avait entrepris des recherches dans les bibliothèques de Florence. Il avait une passion pour Florence. Et je dois dire qu'il m'a aidé à découvrir la ville. Parce que vous, c'était plutôt Rome, Venise ou Milan? Oui, exactement, ou les petites cités comme Urbino, Mantova ou Ferrare. Mais bon, et j'ai appris à aimer ou à connaître Florence par Mitterrand, c'est vrai. Alors, il faut bien préciser que Laurent le Magnifique, ce n'est pas Laurent Fabius, c'est Laurent de Médicis, un prince de la Renaissance italienne au XVe siècle, qui a beaucoup fait pour les arts. Alors, parce qu'on vous reproche un peu de parler de lui comme d'un mécène de la culture, c'était aussi un tyran.
faut remettre les choses dans leur contexte. Dans leur contexte de l'époque, c'est-à-dire le XVe siècle, en effet. Il était d'abord l'héritier d'une grande famille de banquiers qui étaient présents sur l'ensemble de l'Europe. À Paris, ils étaient les financiers des rois de France. À Rome, ils étaient éventuellement les financiers du pape. À Venise, ou les financiers de... Il a même fait nommer son fils pape. Deux parents, dont son fils pape, en effet, un peu plus tard, après sa mort. Mais donc cette puissance financière, les Médicis considéraient qu'elle ne pourrait durer que s'ils prenaient le pouvoir politique. Mais ils pensaient aussi que le pouvoir politique ne pouvait durer que s'ils réussissaient à faire de Florence la plus belle cité du monde. C'est les voyages en Italie qui vous font parler avec les mains parce que vous avez... Oui, c'est très ancien, malheureusement. Mais je vais en Italie depuis l'âge de 15 ans. C'est la commedia dell'arte, voilà. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est ça qui vous a séduit, c'est-à-dire que c'est un homme politique, mais qui a introduit l'esthétique dans le gouvernement? Oui, qui a eu pour sa cité, Florence, qui était une petite cité, mais qui fut grande grâce à l'art, il a introduit une sorte d'utopie intellectuelle et artistique. Et penser qu'à cette époque, c'était à la fois Verrocchio, Botticelli, mais aussi, je n'ose plus utiliser mes mains, c'était aussi le jeune Léonard de Vinci, le jeune Michel-Ange. Ce sont des architectures sublimes. Oui. C'est aussi, je dirais, une philosophie de la vie. On sort du Moyen-Âge, la chrétienté est encore puissante, mais en même temps, on s'ouvre à un humanisme, je dirais, à la fois païen et panthéiste, à travers la redécouverte de l'Antiquité grecque, par exemple. Et Laurent était entouré ainsi d'écrivains, de philosophes, et a vraiment transfiguré cette ville, et au-delà de cette ville, l'ensemble de l'Europe. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de transposer les choses à mais en même temps, c'est vrai, je m'excuse de l'interrompre, Oui. c'est vrai que son pouvoir n'était pas un pouvoir très démocratique. Non. C'est un pouvoir tyrannique qui a été menacé maintes fois par des complots, des conjurations. Non, je disais qu'on pouvait un peu transposer tout ça aujourd'hui. On se demande pourquoi vous avez choisi ce sujet-là. Et peut-être est-ce parce que vous demandez s'il existe toujours des Laurent le Magnifique aujourd'hui. Alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a des hommes politiques capables, comme vous dites, de posséder le désir de rechercher le permanent dans l'éphémère, ce qui est assez joli, bravo. Oui, ou bien d'introduire l'art dans la vie de chaque jour, la culture, la civilité, etc. Bon, c'est vrai que quand on revient du XVe siècle sur Terre, en Europe, on tombe un peu de haut. Et disons-le franchement, la plupart des dirigeants d'Europe ont une vision un peu à court terme, un peu prosaïque, un peu à court terme des choses. Et je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort pour des raisons, je dirais, simplement d'esthétique ou de beauté. Je crois que les gens qui vivent au milieu de nous ont une soif de savoir, de beauté, mais ils ont tort aussi sur le plan économique, parce que la principale force de frappe de pays comme les nôtres, c'est l'intelligence, l'imagination, la création, l'éducation. Et je suis personnellement très triste quand je constate que tel pays, en particulier le nôtre, augmente ses crédits militaires, construit un deuxième porte-avions, tandis que l'on va serrer le kiki, si j'ose dire, au budget de la culture, familier, au budget de l'éducation, ou au budget de la recherche. Cela dit, c'est... Vous avez fait le geste aussi, hein, serrer le kiki. Je n'ai pas réussi à me censurer. Mais est-ce que... non, bon, donc vous visez peut-être Jacques Chirac. Vous pensez qu'il néglige les arts? Pourtant, il aime bien les arts premiers. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je ne fais pas de reproche à l'un ou à l'autre, je constate. Et surtout, j'espère qu'un sursaut va se produire. Je vous suis sur ce terrain-là, mais vous ne pensez pas quand même qu'aujourd'hui, le mécénat artistique, il est plutôt du ressort des entreprises privées? On voit, par exemple, M. Pinault, M. Bill Gates ou Ted Turner qui soutiennent énormément les artistes, qui créent des fondations. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Mais je crois que quand l'État, la puissance publique donne l'exemple, les mécènes suivent. Je reviens à Laurent. Laurent n'était pas seulement lui-même mécène en tant que prince, sans couronne d'ailleurs, de Florence, mais il encourageait les autres familles, les autres banquiers à construire des palais, à choisir des peintres, bref, à créer le beau à Florence. Et si on prend votre cas personnel, qu'est-ce qui reste de votre passage au gouvernement? Il reste quelques grands travaux, quelques fêtes, mais vous ne pensez pas que c'est quand même l'écume Parce que vous le voyez vous-même de là où vous êtes, mais c'est pas à moi à faire d'abord l'apologie de. Mais si, vous avez le droit, dites du bien de vous-même. Non, c'est pas moi-même, c'était une action collective. Vous pensez que Mitterrand avait plus une vision
culturel et artistique? Je ne veux pas faire de comparaison. Non, je ne veux pas entrer dans ce débat politique. Je dirais, François Mitterrand aimait les arts, avait jusqu'au bout des doigts, je dirais, dans sa vie de tous les jours, la passion de l'art et de la culture. Et lorsqu'il m'a nommé ministre de la Culture en 81, il m'a fallu dans son bureau quelques minutes. Il m'a dit, allez-y, foncez, prenez des initiatives dans tous les domaines. Il faut que partout en France surgissent des centres d'art, etc. Si j'ai un reproche à me faire, c'est de ne pas avoir été encore assez ambitieux pour l'éducation, pour l'art et pour la culture. On ne fait jamais assez, il ne faut jamais mégoter sur ces sujets. Tout de suite, ils n'en font jamais assez, eux aussi, Cad et Olivier. Qui c'est qui a pété sur le plateau? Bonsoir. Ce soir, dans Rencontre, je reçois Pierre Latombe, qui est atteint depuis 2 ans d'une maladie dite orpheline, une maladie qui porte un nom barbare, la cépadanibrion labatorose. Pierre, bonsoir. Bonsoir. Pierre, vous témoignez anonymement, c'est pour cette raison que vous portez un masque de hareng. Non, non. Cette maladie est arrivée dans votre vie de manière insidieuse, elle a tout bouleversé, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Ma femme m'a quitté pour vivre avec son ORL et mes enfants se sont inscrits à Popstar. Hé, c'est pas la librairie là-bas! Vous voyez, ça me prend une centaine de fois par jour, je ne peux plus m'en contrôler. Le plus dur, c'est quand ça m'arrive dans les toilettes publiques, tout le monde se retourne et ça met du pipi partout. Hé! Aujourd'hui, vous êtes en arrêt maladie, vous ne travaillez plus. Quel était votre métier? Coiffeur visagiste. C'est vrai que maintenant que vous le dites. Hé! C'est pas la librairie là-bas! Les médecins vous ont-ils expliqué votre maladie, les raisons, les causes? Oui, j'aurais confondu mon tube de dentifrice avec de la brillantine. Nous allons maintenant passer au message personnel. Une chanson, on le dit souvent, plus qu'un long discours. À qui s'adresse ce message ce soir? À mes enfants. On écoute tout de suite votre chanson. Je suis amoureux d'une chaussette qui appartient à mon papa. Un jour viendra peut-être, où tu rouleras sur ma jambe à moi. Pierre, comment est-ce que vous arrivez à combattre cette maladie? Vous faites quoi pour essayer de la vaincre? J'essaye de me concentrer sur une activité qui calme mes angoisses. Vous faites quoi? Je construis la maquette de la Santa Maria avec un hamster dans mon short. Hé! C'est pas Danny Briand là-bas! Si demain vous deviez rencontrer Danny Briand, qu'est-ce que vous lui diriez, le premier mot? Hakuna Matata. Merci. Vous avez mangé votre voisin ou enregistré toutes les émissions de Jean-Luc Reichmann, contactez-nous et venez nous en parler dans Rencontre. Merci, bonsoir. Il y a quelqu'un qui pue du cul. Je suis toujours avec Jacques Lang. Et vous me parliez tout à l'heure, comme ça, on discutait dans le couloir avant l'émission, et vous me disiez que vous êtes assez inquiet concernant quelque chose qui touche de près nos propriétaires, le groupe Vivendi Universal, qui est en train de vendre toute l'édition Vivendi Universal Publishing. Et vous êtes préoccupé par ça, pourquoi? Non, d'abord, je dirais, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter ici, moi je souhaite que Canal+ soit préservé, protégé, encouragé. C'est une chaîne qui a beaucoup apporté dans l'histoire du cinéma et de la télévision, et j'espère que le meilleur vous arrivera. Et puis, au-delà, il y a ce qu'on appelle Vivendi Édition, c'est-à-dire, concrètement, la moitié des manuels scolaires de France, les grands dictionnaires, notamment Larousse, et une grande partie de la littérature. Bref, Lafont, Plomb... S'agissant d'un patrimoine national, je crois qu'il est souhaitable que différents éditeurs français, des groupes de communication français s'associent pour sauver ces éditions. C'est vital pour la création, c'est vital pour l'éducation. C'est du ressort de Jean-Jacques Ayagon, par exemple? Je pense qu'il en est conscient et je pense qu'il doit agir et j'espère qu'il peut agir. Et personnellement, s'il prend des initiatives dans ce domaine, je le soutiendrai à fond. Voilà, donc Jean-Jacques, si tu nous regardes, tu as Jacques Lang sur le dos, comme tous les ministres de la Culture depuis lui. Bien à côté. Maintenant, si on revient un peu sur votre parcours personnel, de tout ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous retenez
Quelle a été la période la plus heureuse de votre carrière? Vous avez été enseignant, prof de droit à Nancy, vous vous êtes occupé du théâtre de Chaillot, puis vous avez été ministre de la Culture, puis de l'Éducation nationale. Alors, s'il fallait retenir seulement une chose. C'est très difficile. Disons que d'abord, mon vrai métier, c'est le métier de professeur. C'est, je trouve, le plus beau métier du monde. Bon, puis je dirais, si vous m'obligez à choisir, que j'ai toujours été heureux dans les missions qui m'ont été confiées. Mais peut-être la dernière en date, à l'éducation, qui est parfois décriée, l'éducation. Je pense être une grande maison. Et parce qu'il y a ce livre, mais il y a aussi des best-sellers. Mais oui. Regardez ça. Ça, ce sont des best-sellers préfacés par Jacques Lang. Et ça marche beaucoup mieux que Laurent le Magnifique, je suis désolé de le dire. Hein. Ce sont les programmes, les nouveaux programmes de l'école maternelle, de l'école élémentaire et du collège. Et du collège. Dont vous êtes occupé de près quand vous étiez ministre. Oui, je crois que bon, ça a été passionnant de pouvoir réussir, je crois, à accomplir des transformations en profondeur, sans provoquer le désordre, et au contraire avec l'adhésion des profs. Bien, alors est-ce que vous en voulez à Lionel Jospin? Parce que, de quoi? Vous savez, Marie-Noëlle Lindemann a publié un livre où elle dit ce qu'elle pense de la campagne. Moi, je ne défendrai pas la campagne de Robert Hue, mais en revanche, sur celle de Jospin, bon, c'est vrai que les avis sont partagés. Je crois qu'il faut distinguer les choses. Bon, je persiste à penser que, et on le verra de plus en plus à mesure que le temps passera, Lionel Jospin aura été un des meilleurs premiers ministres de la Ve République. Je suis convaincu qu'il aurait été un excellent président de la République. Bon, je ne veux pas être langue de bois, mais c'est vrai que la campagne telle qu'elle a été conduite, permettait difficilement d'obtenir le succès, alors même que la gauche était ultra divisée. C'est pas plutôt Mais je pense qu'il ne faut pas taper sur l'un ou sur l'autre, il faut être solidaire, et d'abord dans la difficulté. C'est pas plutôt la faute à Jean-Pierre Chevènement? Mais naturellement, ça fait partie de tout ça. Le PS cherche un peu un chef, un leader, voire une muse. Vous êtes... un peu plus motivant que François Hollande, non? Mais François Hollande est premier secrétaire du Parti socialiste. Aujourd'hui, il s'efforce de rassembler toutes les énergies, et il le fait bien. Pour l'heure, il ne s'agit pas de choisir un candidat à une élection présidentielle qui n'aura lieu que dans 5 ans. Oui, c'est vrai. Mais enfin, on peut commencer à réfléchir. Par exemple, moi, il y en a un que je trouve intéressant, agitateur, et subversif, c'est Arnaud Montebourg. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Moi, je le connais depuis très longtemps. J'ai même un tout petit peu contribué, est-ce que c'est une bonne chose, je n'en sais rien, à le faire entrer en politique. Il est combatif, il a du talent. Parfois, il lui arrive de taper à côté, quoi. Oui. Vous me parliez aussi de la télévision publique. Là, en ce moment, il y a eu des grandes déclarations de fêtes, de belles résolutions, mais... pas énormément de conséquences. Là, il faut quand même un minimum de logique, si vous voulez. On ne peut pas verser des larmes de crocodile sur la télévision publique ou la radio publique qui proposait des programmes qui ne seraient pas assez bons sur le plan culturel, scientifique, etc. Et en même temps, refuser les moyens. Il faut que ceux qui nous écoutent sachent que la télévision publique et la radio publique allemande ont 2 fois plus de moyens. Mais il fallait faire quoi? Augmenter la redevance? Je ne sais pas, il fallait en tout cas trouver les ressources. Et quand on le veut, on le peut. peut. Bien. Alors, Jacques Lang, vous avez assuré donc le poste de ministre de l'Éducation nationale pendant 3 ans, et nous allons vérifier si ce poste vous a permis d'être plus proche de la jeunesse en recevant un jeune. Alors, je vous présente Jib. C'est un jeune. Donc, Jib... Salut, ouais. Salut. Salut. Ouais, Jib, c'est moi, ouais. Donc, vous avez quel âge? 16 ans et demi. Ok. Ouais, voilà. Donc, vous incarnez un peu aujourd'hui la jeunesse française. Ouais, voilà, c'est pour ça, ça me fait doucement rigoler. Dites-moi, Jib, c'est d'origine américaine comme nom? Non, en fait, c'est Jean Bernard, mais j'ai passé le casting de la pop star, ils m'ont dit de faire un peu américain, quoi. Donc, ah ouais, d'accord. Jib, Jib, très bien. Jib va vous demander, ouais, Jacques, ouais, de traduire des expressions typiques des jeunes d'aujourd'hui. Ouais, parfaitement. Zéro. C'est ce qu'on va voir. Est-ce que tu sais ce que c'est un bédo? Alors A, c'est un solo d'accordéon dans un morceau de rap. B, c'est un joint, enfin une cigarette de drogue. Hein. Et C, c'est le nom qu'on donne aux quarts de flic dans les Tessis.
Ah oui, c'est très élevé. Enfin, oui, attention, c'est des questions ambitieuses. Bien même. Continuons alors. T'as pas répondu? Ah, j'ai même pas prêté attention. Un bédo? Disons au hasard C alors. C? Ah non, c'est pas ça, c'est une cigarette de drogue. Si je te dis ça, c'est parce que je crois que toi, t'as déjà fumé dans ta vie, et je voulais savoir ce que t'en pensais, la légalisation du cannabis, tout ça. C'est vrai? Vas-y, quoi. Non, je l'ai lu dans la presse. Quoi? Qu'est-ce que tu as lu dans la presse? Bah, que t'as fumé, quoi. Big up à toi, Jack. Il y a un bout de temps déjà, il y a longtemps. Hein. Ouais. Et alors, pour ou contre la légalisation? Non, je suis pour qu'il y ait pour qu'on discute de ces sujets alors qu'on n'a pas le droit d'en parler en France. Je suis contre l'hypocrisie et la tartufferie. Je suis pour que on puisse, sur toutes les questions de la drogue, pas seulement le cannabis, l'alcool, les drogues dures et le reste, qu'on ait un débat national. Nous sommes le seul pays en Europe où on n'a pas le droit de discuter publiquement, sérieusement, ces sujets. Bien. Une autre question, Jib le jeune. J'ai rien compris. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire bouillave? Alors, c'est fait pour ça. Hein. Bouillave. Ça veut dire faire l'amour, mais bon, de manière vulgaire, je te cache pas. B, ça veut dire manger de la boue et des goyaves. C'est pas très bon d'ailleurs. Ou C, ça signifie dialoguer sur le net. Alors, bouillave. Disons, au hasard, B. Wow, le mec, il tombe mortel, ça se dit jeune après, mais non. C'est bon la boue et le goyave. C'est très bon ça. Moi j'aime. Le mec mortel. Mais non, ça veut dire faire l'amour, niquer quoi. Pardon, enfin voilà. Non, mais attends. C'est la jeunesse d'aujourd'hui, c'est terrible. Non mais si je dis ça, tu vois, c'est parce que c'est toi qui as mis les distributeurs de préservatifs dans les lycées. Bonne mémoire. Ouais, voilà, donc je voulais savoir, aujourd'hui encore, tu vois, ça, ils vont interdire les pornos, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? C'est quoi ta philosophie, mec? Qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Je pense qu'en effet, c'est pas la question première, quoi. Tout à l'heure, on en parlait, la question première, c'est, au lieu de lutter contre une certaine forme de vulgarité, et c'est de faire place à la télévision publique, à des émissions scientifiques, intellectuelles ou artistiques de valeur, et de faire une large place aux artistes, aux créateurs et aux intellectuels à la télévision publique. La pornographie, c'est une question que je ne sous-estime pas quand il s'agit des enfants, des petits. Pour le reste, on parle de ce sujet pour ne pas parler du reste. T'en as déjà vu? Oui. Oh, le mec! Non, je n'ai qu'un ce n'est généralement pas très imaginatif. Ah, d'accord, t'as de l'imagination alors toi. Alors, ok, alors dernière question. Alors, qu'est-ce que c'est un chill-out? Alors ça, tu dois savoir, hein, sinon impardonnable. Hein. Oui. Alors, A, c'est un Chilien qui fait son coming out. B, c'est un cocktail à base de vitamines euphorisantes. Ou C, c'est un lieu spécialement aménagé pour se détendre dans une soirée techno. Mais les trois sont tentants, alors qu'est-ce qu'on fait? ABC alors? Oh, mais non, arrête, franchement, arrête. Un chill-out. C'est pas mal, quoi. Non, il ne faut pas prendre la solution évidente. Bah alors... alors quoi? Qu'est-ce que c'est? Bah réponds, quoi. Si, bon, alors, puisqu'on me le souffle, je dis c'est... Bah ouais, évidemment, bah tu devrais le savoir. Non mais c'est pareil quoi. Si je dis ça, on t'a vu à monter sur un char de la Technoparade en 98, il était encore samedi dernier, tu vois, donc je veux dire, est-ce que tu mouves ton corps quoi? Est-ce que j'ouvre mon corps? Ouais, est-ce que tu... Ah, je mouve mon corps, ah oui. Ah oui, un petit peu, mais il me faut là une petite dose de quelque chose. Ah bah, y a pas de problème, vas-y. Vas-y, Jack. Allez, Jack. Finalement, il n'est pas si jeune que ça, parce qu'il ressemble un peu à Henri Chapier aussi. Ah ouais, ça va. Ah bah si. Un acteur éclairé de techno. Mais c'est pour ça que je dis ça, oui. Si je dis ça, c'est pareil, c'est parce que qu'est-ce que tu en penses du décret du 3 mai 2002 qui veut arrêter les rêves, quoi, d'une certaine manière, tu vois, parce que le côté clandestin... Je suis déjà exprimé là-dessus, je pense que c'est une connerie. Bah fais-le, quoi, voilà, c'est une connerie, carrément. C'est une connerie, parce que pourquoi apporter des entraves supplémentaires à une musique alors que les autres sont libres? Je crois que s'il y a des difficultés, des problèmes, là encore, c'est comme pour la drogue, on se met autour d'une table et on discute et on trouve des solutions. Il est top ton disque dur. Coup de logiciel. Bon allez, salut, on peut l'applaudir. Salut. Déjà, il faut que j'y arrive. Salut. Bravo. C'est gentil ce Jib. Très gentil ce Jib, hein? Charmant Jib. Bien, on retrouve tout de suite Jacques Lang en compagnie de Jeremy Irons, juste après As.
toujours en compagnie de Jack Lang et nous allons accueillir dans un instant Jeremy Irons pour nous parler de son nouveau film, Calas Forever. Mais tout de suite, une question existentielle. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Dans le parking, ma Twingo, les 4 pneus crevés, le pare-brise cassé, les rétroviseurs arrachés, puis même sur le siège avant, j'ai trouvé ça. Et sur la carrosserie aussi. Ah ouais, la carrosserie, il y avait un truc marqué à la peinture boleuse, Non, je sais pas voleuse, quoi. voleuse. Voleuse, ça veut rien dire. Voleuse. Ah ouais, comment vous savez ça, vous? Je sais pas. Disons que ça pourrait avoir rapport avec une certaine agrafeuse qui était posée hier à 18h30 sur mon bureau et que j'ai retrouvée comme de par hasard dans le tiroir de votre bureau. Allez, rentrez vite chez vous si vous voulez arriver avant les pompiers. Déconne pas, Michel, je savais pas que c'était tes post-it. Adieu, Berthier. Bien. Il est beau, il est intelligent, il est charmant. Il a eu un Oscar du meilleur acteur en 1990 et en plus, il n'est même pas énervant. C'est Jeremy Irons. Ça va? Enchanté, c'est charmant. Jack Lang, Jeremy Irons. Bien, vous avez un point commun, tous deux, c'est le théâtre. Parce que vous avez interprété des pièces de Harold Pinter, vous avez même été à la Royal Shakespeare Company. Et lui, il a dirigé le théâtre de Chaillot. Bien, alors on va en savoir un petit peu plus sur vous si vous acceptez de lire le texte qui est écrit là, sur cette étrange machine. Jeremy. Bonsoir, je m'appelle Jeremy Irons, je suis un acteur oscarisé. Je suis ici pour promouvoir le nouveau film de Franco Zeffirelli, Calas Forever. Oui, c'est un bon film, avec l'immense Fanny Ardant. Je porte de pantalons moulants, j'ai plusieurs plaintes. Non, c'est pas vrai. Je suis encore super. Ah, bien. Je peux. Ah oui. Bon, ok. J'ai un Oscar, un Golden Globe, un César d'honneur, oui, merci. Remis par Fanny Ardant, Anthony, un légende d'honneur, et je sais lire un prompteur comme un dieu. Pas mal, hein? Bien. Parlons un peu de Calas Forever de Franco Zeffirelli, avec Fanny Ardant dans le rôle de la Calas. Alors l'histoire, ça se passe en 1977, et vous jouez le rôle d'un producteur qui s'appelle Larry, qui veut un peu utiliser Maria Callas, relancer sa carrière un peu en utilisant sa voix et en la trafiquant, c'est ça? C'est ça. Il était en effet un impresario. Il a un mélange entre Franco Zeffirelli et un ou deux autres. On imagine, parce que ce n'est pas une histoire vraie, mais il a beaucoup de vérité dans l'histoire de Callas. Et tout de suite, on va voir la bande-annonce. Est-ce que tu penses monter d'autres tournées avec elle? Non, sa voix est foutue. J'ai tout de même un autre projet. Voilà ce que je vous propose. On vous filme en train d'interpréter vos meilleurs rôles. Et après, on synchronise avec les enregistrements que nous avons de vous, autant votre voix était la plus belle. Calas Forever. Ne m'humiliez pas. Il n'y a plus de Calas. Oh, j'en ai assez. Maria Callas, à l'écran, au cinéma, la plus célèbre cantatrice que le monde ait jamais connue, dans ses plus grands rôles. N'empêche que de notre côté, on ne s'engagera pas sans garantie sérieuse. Mais c'est moi votre garantie. Quant à la mienne, c'est la Callas. Non, stop.
Je te rappelle tout de suite. Je ne supporte pas la paresse. Si on veut travailler avec Maria Callas, on doit être prêt à travailler jour et nuit. Est-ce que vous comprenez? J'en ai rien à foutre, moi, de Maria Callas. Un triomphe est pire qu'un échec. Quoi? Tout était faux. Cette Carmen est une tromperie. C'est la plus belle femme du monde. Je tiens absolument à être Callas. Mais Callas, telle qu'elle est aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a séduit dans l'idée de ce projet qui est entre la fiction et la réalité? C'est que un biographe, on cherche toujours la vérité d'un personnage. Et c'est de temps en temps plus facile avec une fiction. On trouve quelque chose. Avec un biographe, on sait qu'est-ce qu'elle fait, toute la vie et tout ça, mais tu touches le cœur, c'est plus le cœur, je ne sais pas. C'est plus difficile. Et c'est pour ça que Franco a écrit ce scénario. En fiction, mais avec la vérité. Non, mais la remarque de Général est assez juste. On peut même l'étendre aux biographies en général, où il y a toujours une part de recréation, d'invention. Et mieux vaut parfois, effectivement, utiliser un détour à travers un personnage fictif, à travers une histoire qui n'a pas existé, pour retrouver la vérité du personnage. Aussi, toujours, il y a un mélange entre l'écrivain et le sujet. Par exemple, avec ton livre, je suis certain qu'il y a beaucoup de Jacques Lang dans ce livre. Bien sûr, mais c'est lui, c'est un livre autobiographique. Et ça, c'est merveilleux. Et comme beaucoup de biographes, parce que comme on célèbre aujourd'hui le 25e anniversaire de la mort de Maria Callas, il y a énormément de livres. Alors j'en montre deux, celui de Nicolas Petzalis, Diomidis, qui retrace les premières années de la Callas, notamment en Grèce, c'est chez Plomb. Et puis celui de David Lelay, qui est chez Payot, Maria Callas, J'ai vécu d'art, j'ai vécu d'amour. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, la fascination que la Callas exerce toujours aujourd'hui sur des millions de gens? Tu as vu Callas? Dans la vie? Oui, mais dans la vie? Ah, dans la vie, non. Mais je crois qu'elle était une génie, vraiment. Et pour 12 ans, de temps en temps, quand elle a chanté, elle a touché la main de le Dieu. On sait que Fanny Ardant avait joué au théâtre le même rôle. C'est, à votre avis, le casting idéal pour... Oui, vraiment idéal. Elle a quelque chose de Callas, la couleur, un peu de visage d'elle, mais aussi elle a la férocité, elle a la vérité, elle a le côté noir comme Callas. Tout ça, elle a un très très bon choix, je crois, pour le rôle. Bien, on va tout de suite maintenant passer aux choses sérieuses avec le Flash Info, qui n'attend pas. Oui, avec cette nouvelle que je découvre en même temps que vous, 3000 postes sont menacés dans l'industrie de l'armement, le GIAT. Une catastrophe annoncée selon le responsable CGT qui a dit, je cite, « Si l'on ne se décide pas à massacrer des gens vite quelque part dans le monde, c'est 3000 emplois qui vont disparaître. » Alors notre rédaction se joint à cet appel au secours. Où que vous soyez, qui que vous soyez, vous avez certainement besoin ou envie de tuer quelqu'un, voire beaucoup de monde. Alors achetez des armes françaises. Tout de suite la suite. On est en train de discuter avec Jeremy Irons et Jack Lang. On devise comme ça, allègrement. Quand j'annonçais à des amis que vous veniez, toutes les filles étaient hystériques. Non, c'est pas vrai. Enfin, en tout cas, on en a deux qui sont folles de vous aussi. C'est Enda et Sabine, les Hyper Angels. Oh! Bien, alors, chaque soir, elles viennent nous donner des chiffres, des statistiques sur les invités. Oui, le 15, c'est l'âge où vous avez adhéré à la Ligue des droits de l'homme. Oui, 15 ans. Oui. À 15 ans, oui. C'est ça. Surtout que
C'était en pleine guerre d'Algérie? Oui, c'était pas à cause de la guerre d'Algérie, c'était en pleine guerre d'Algérie. J'étais lycéen et j'étais blessé, heurté par les atteintes aux droits de l'homme en France et en Algérie. Et ça a été mon premier engagement civique. 78. C'est l'âge de Sir Eliane McInnes, une maître zen dont apparemment vous rendez visite régulièrement, Jeremy. Oh oui, oui, c'est vrai. On est bien informé, hein? Bien lire, oui. Hélène, McInnes. elle était une femme extraordinaire. Elle était un nonne, un abbé, on dit, catholique, canadien, concert pianiste. Et elle a eu une histoire d'amour malheureuse. Elle a dû devenir abbesse. Oui. Une bonne sœur. Ah, what? Une bonne sœur. Bonne sœur, oui. Et aller après aux Philippines parce qu'elle a dit pour moi c'est pas intéressant je dois en Canada je dois comprendre le bouddhisme. Et voilà, elle devient Zen Master and a Catholic nun, les deux choses. Et elle a retourné en Angleterre à une organisation charitable. Oui, oui, je sais. Elle apprend la méditation aux prisonniers dans les quartiers de haute sécurité. Oui. Et c'est une bonne idée parce que on change le petit endroit entre un endroit pour méditer et on agrandit spirituellement et tout ça c'est très très bien. Donc ça c'est bien. Bien, merci mesdemoiselles, merci. Ce sont les Hyper Angels. Charmantes, non? Ah oui. Bien, alors, cher Jack, vous savez que dans cette émission, nous faisons la promotion des produits culturels, mais votre livre ne sert pas qu'à être lu. Il a d'autres facettes, comme on va le voir avec l'Hyper Promo. Vous avez passé la nuit dans une soirée techno et comme vous n'avez pas beaucoup dormi, vous avez décidé pour vous réveiller de prendre un café en terrasse à la terrasse d'un café. Seulement voilà, à cause de l'anticyclone des Açores, il peut pleuvoir à tout moment. Et la patatras, vous êtes tout mouillé. La suite est logique, votre montre prend l'eau, elle ne fonctionne plus, et comme vous ne savez plus quelle heure il est, vous oubliez de changer l'eau de votre colin pané et il meurt dans l'oubli. Dorénavant, pour éviter de mouiller votre montre en cas de pluie, munissez-vous du livre de Jack Lang. Placez-le sur la table du café en dépliant le rabat de la couverture comme ceci. Ainsi, vous obtenez une petite maison dans laquelle vous pouvez protéger votre montre. Et grâce à sa couverture en carton lavable, elle reste préservée de l'eau. À vous la montre sèche, c'est gagné! Grâce au livre Laurent le Magnifique de Jack Lang, vous êtes un winner! Vous saviez ça? C'est extrêmement pratique. Au moins, ça sert à quelque chose. Exactement. Je vous offre le livre sur la calasse, puisque celui-là, celui de Jack Lang, vous l'avez déjà. Bien, eh bien, écoutez, on va voir tout de suite deux garçons qui sont à la recherche d'un emploi. Ce sont Laurent Dutch et Atmen Khelif. Faut que je trouve un cadeau pas cher pour ma mère. Un cafard? Oui, ou alors je peux carrément chier dans une boîte et lui offrir, hein, c'est le même prix. Mais non, il y a un cafard sur le mur, il me regarde droit dans les yeux. Même pour une fois qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi, tu devrais être flatté. Mais arrête de déconner, un cafard ça pue, ça vient chez toi, ça bouffe tout, ça boit l'eau des chiottes et ça dort dans ton lit. Un petit peu comme ton cousin Toufik. Très drôle, allez vas-y, dégomme-le, tue-le. Ça va pas ou quoi? C'est sacré les cafards en Hongrie. C'est un peu comme les champs en Égypte ou les vaches en Inde. C'est des demi-dieux. Arrête de me faire marcher, je boite. Dégomme-le. Je te jure, c'est vrai. Viens voir, je te raconte une histoire. À la saison du cafard, quand il fait bien chaud en Hongrie, s'il y a un cafard sur les rails du métro, toute la rame, elle est obligée de stopper le temps qu'il passe. N'importe quoi, y a pas de métro en Hongrie. Allez, vas-y. Oh, y en a un autre. C'est un rassemblement. Dégomme-les. Dégomme-les. Je peux pas, je te dis. C'est peut-être un parent à moi. C'est un honneur en Hongrie de se réincarner en cafard, tu sais. Ouf-toi. Eh ben là, j'ai tué ton grand-père, hein. Dans le mille. Oh bah mon cochon, si tu pouvais choper du boulot aussi bien que tu viens de déglinguer ce cafard. Eh ben tout de suite.
Je vais appeler Cafard Killer. Il paraît qu'ils embauchent. Je vais leur proposer mes services. T'es con ou t'es con, toi? Qu'est-ce que tu fais appel à la concurrence? On va s'en charger, nous. Kelly Fedotch, exterminateur de cafards. Avec ton talent et mes idées, il y a de la galette à faire. Et je croyais qu'on tuait pas des cafards en Hongrie. Oui, c'est assez juste. Mais bon, en Hongrie, pour de la thune, on est prêt à tout oublier. Et tu crois qu'on va être crédible à exterminer des cafards à coups de fringues mouillées? C'est très bien, les fringues mouillées. C'est écologique, artisanal, peu d'investissement, donc rentable. On va être riche. Tiens, pour se faire de la pub, on va commencer par nettoyer le lavomatique. Tiens, vas-y. T'as raison. C'est parti, la Hongrie. Un très bel engagement de la part de Kelly qui lance une longue ouverture et c'est dans les pieds et son partenaire là qui était démarqué, il l'a bien vu. Attention, il se précipite vers la victoire, mais non, il a fait le ménage jusqu'au bout. On y est, c'est la victoire et voilà. On les a écrasés comme des petites biscottes. Tu la sens la thune? Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Kafarovic, le demi-dieu hongrois. Il vient pour se venger. Fous le camp. Bonjour. Cafard Killer, je viens vous débarrasser des cafards. Bah c'est pas de chance, il en restait encore un gros il y a 2 secondes, mais il vient juste de partir. Bien. Le moment est venu de se séparer. Merci beaucoup, Jack Lang. Je rappelle... Jack, merci Jack. Je vous remercie. Alors donc, Laurent le Magnifique, c'est chez Perrin. Et Jeremy Irons, Calas Forever de Franco Zeffirelli avec Fanny Ardant. Il y a la musique qui est sublime, mais le film aussi. Mais là, on a la musique avec la voix de Maria Callas. Tout de suite, Omar et Fred. Et il paiera demain. C'est pas nulle part ailleurs. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bien ça. Ouais, ça c'est nous. À mon avis, ça peut le remplacer, quoi. Bonsoir, c'est Bertrand. Aujourd'hui, bienvenue dans Je vis avec quelqu'un de différent. L'émission qui s'intéresse à la tolérance et au respect d'autrui. Autrui, qui s'appelle aujourd'hui Albert. Bonsoir. Albert, veuillez nous rejoindre au Salon Question. C'est ici. Bonsoir. Au salon, c'est plus sympa pour discuter. Albert, vous avez 34 ans, vous êtes basque, d'origine berbère. Vous êtes au chômage, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un de différent. Non, votre différence est ailleurs, Albert. Elle est où? Je vis avec Natacha. Qui est cette Natacha, Albert? Natacha, c'est une commode. Vous vivez avec une commode, vous avez quelques... Ouais. Une photo. Vous avez préparé l'émission. C'est ma femme, je l'aime. Montrez-la à la caméra, là, comme ça, voilà. Oui. Alors, Albert, comment s'est passée votre première rencontre? C'était dans une brocante, j'adore chiner. Et voilà, c'est fait assez rapidement, on va dire. Alors, je suppose qu'il y a eu un coup de foudre. Ah oui, oui, tout de suite. Si vous voulez, je l'ai regardée, elle m'a regardé. C'était fulgurant, si vous voulez, comme instant, mais en même temps, c'était tellement intense que j'entendais les violons. Concrètement, ça se traduit comment au quotidien? Au quotidien, je suis toujours avec elle. Comme je suis au chômage, je suis tout le temps à la maison. Et je lui mets les petites tenues qu'elle aime bien dans ses tiroirs, que vous voyez là, les petites poignées, je tire. Stop. Pardon. C'est votre intimité, ça ne nous regarde pas. Parfois, évidemment, il y a des commodes peu commodes, excusez-moi. Est-ce qu'il y a des conflits quotidiens avec elle? Parfois, oui. Ce qui m'a marqué le plus comme dispute pour l'instant, oui, c'est la fois où elle était à Versailles dans sa famille et elle est revenue avec des termites. Ah. Donc là, j'ai quand même poussé une gueulante et je vais quand même demander où elle avait attrapé ça parce que... Ça va, bon, ça va. Pardon. Un petit message pour elle, puisqu'elle nous regarde, je suppose, pour conclure l'émission, dans ce couple merveilleux qui est Albert et Natacha la commode. Oui. On est si bien dans notre jardin avec le chat. Pardon. Eh bien, demain, nous accueillerons David qui vit avec un poire. Je ne sais pas ce que c'est. C'est bien ça. Hein. C'est pas nulle part ailleurs. Ah, mais c'est bien, non? Non.